Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Sweet Podcast. Je suis Kim de My Sweet Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui la pétillante Eva de Un petit oiseau dans la cuisine qui vous dévoilera ses astuces pour gérer 2 jobs avec passion. On parlera photo culinaire, efficacité et organisation. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Hello Eva, bienvenue dans My Sweet Podcast. Merci d'être là. C'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et aussi d'entrepreneuriat. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices? Oui, salut Kim. Écoute, je suis super contente aussi d'être avec toi aujourd'hui et bonjour à tous. Alors moi, je suis Eva du blog Un petit oiseau dans la cuisine. Donc, je suis maintenant photographe culinaire également. J'ai en fait créé mon blog il y a maintenant plusieurs années, en 2015. Et puis, voilà, j'ai évolué petit à petit vers la photographie culinaire. Donc, maintenant, j'habite en Suisse, pas très loin de chez toi, du coup, Exact. depuis 5 ans maintenant. Et sinon, je suis originaire de Montpellier, du sud de la France. Et puis voilà, D'où le petit accent. d'où le petit accent. Très, très charmant. Contente. Et du coup, comment t'en es venue à créer ton blog? Alors, écoute, moi, j'ai toujours aimé la cuisine, toujours été passionnée de cuisine. Dans ma famille, c'était un peu une institution avec ma maman, mes grands-mères. J'aimais bien cuisiner avec elles, j'ai toujours aimé ça. Et puis, en 2014, je suis partie vivre à l'étranger, je suis partie vivre en Australie, j'ai tout quitté avec mon copain, on est parti vivre là-bas, voyager un petit peu, et puis en fait, voilà, j'ai dû partir avec l'envie de partir avec tous mes livres de cuisine, mais impossible. Donc, j'ai pris en photo mes petites recettes et tout ça, tout ça. Et puis après, au cours de ma vie en Australie, et puis un peu lors de mes voyages, j'ai découvert plein de choses qui m'ont inspiré, une cuisine complètement différente, super colorée, super saine. Et puis voilà, ça m'a donné super envie de me lancer, donc d'expérimenter de nouvelles choses. Et en fait, on est rentré de ce petit périple en Australie en 2015, et puis j'avais envie de pouvoir un peu recueillir tout ça, toutes mes recettes, trouver un endroit où je puisse facilement retrouver toutes mes recettes. Et puis j'ai réfléchi à comment faire. Au début, je me disais, allez, je lance un fichier Excel où je liste tout. Je me suis dit, non, laisse tomber, c'est pas du tout pratique. Et puis, en fait, l'idée m'est venue de créer un blog culinaire. Et puis, mon copain a été super enchanté de ça. Il m'a donné un grand élan de joie. Et puis, je me suis dit, allez, je me lance. Et ce sera peut-être le moyen à la fois pour moi d'avoir tout ce que je veux là à un endroit, et puis aussi de faire partager ça à des personnes qui seraient intéressées par mes recettes. Et puis, après, de fil en aiguille, voilà, la passion grandit, et puis voilà, ça a continué comme ça au fil des années. Génial. Bah écoute, c'est vrai que c'était un beau projet. Et du coup, niveau photo, est-ce que ça t'est venu tout de suite? Enfin, j'imagine qu'au début, tu devais peut-être prendre des photos avec ton smartphone, ce genre de choses. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton évolution, peut-être? Alors, c'est venu, donc forcément, quand on crée un blog, on doit mettre des photos. Effectivement, au départ, c'était avec un smartphone, pas forcément de super qualité. Après, heureusement, les smartphones ont évolué, et puis la qualité s'est améliorée. Après est venue un peu l'idée de mettre un peu plus en scène mes recettes. Et puis le gros déclic, une fois que
j'ai senti que voilà, il fallait que je passe à la vitesse supérieure parce que je m'éclatais vraiment dans ça et puis j'avais envie d'avoir une qualité supérieure. Je me suis dit, bah, allez, achète ton appareil photo, lance-toi. Donc ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était au tout début du Covid. Donc je pense qu'il y a un an et demi, non, un an, je pense que j'ai acheté mon appareil photo. Et puis, bah, avec mon appareil photo dans les mains, je me suis dit, bon, ok, maintenant, il va falloir savoir l'utiliser. Donc, j'ai banni le mode manuel, le mode automatique, pardon, dès le début. Je me suis dit, allez, mode manuel direct. Là, je me suis j'ai lu mon manuel de mon appareil photo. J'ai essayé de lire ça. Je déteste lire les notices, mais je me suis dit, tu l'as lu? Ouais, alors, je l'ai lu pour ce qui m'intéressait. Je ne l'ai pas lu en entier parce qu'il fait pas mal de pages. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être le b.a.-ba. Et puis, je me suis lancée aussi à écouter, à regarder des vidéos sur YouTube, des choses comme ça, des formations. Et puis en parallèle, j'ai fait un peu évoluer mon style aussi. Donc, l'appareil photo m'a donné en fait confiance photos. Et puis, voilà, j'ai recherché un peu plus de stylisme, on va dire, dans mes photos au fur et à mesure. Et puis, est-ce que tu as peut-être des noms de vidéos YouTube à nous recommander? Alors, vidéo YouTube, je vais te dire que non, parce que j'ai pas forcément souvenir de tout ce que j'ai pu regarder. Après, j'ai suivi des formations que je suis toujours encore, parce que je pense que c'est vraiment important de continuer à se former. Et puis, bon, la photographie, c'est tellement vaste que il y a toujours de quoi apprendre, mais voilà, si j'ai quelques formations à recommander, il y a les formations de Sabine, de Confi Banane, qui sont vraiment super. Ses supports sont top. Et puis le contenu est vraiment génial. C'est une photographe voilà, qui s'y connaît en technique, qui s'y connaît dans la photographie culinaire. Et puis elle a fait différents styles de formation sur l'identité photographique, tout ce qui est retouche également, et puis tout ce qui tourne autour du stylisme culinaire. Donc, elles sont vraiment bien. J'ai fait aussi les formations de Cajou et Mimosa. Je ne sais pas si tu connais, de Claudia et Mélodie, qui sont aussi très bien. Et j'ai fait aussi d'autres formations plus américaine, parce que voilà, à la base, c'était quand même plus facile de trouver des formations américaines. Puis je suis en train de faire la formation de Christina Gregg aussi, qui est d'un autre niveau. Et puis après, l'inspiration aussi est venue avec tout ce qu'on peut voir quoi, sur Internet, via Pinterest, via Instagram. Voilà. Beaucoup d'apprentissage. Écoute, merci beaucoup, j'ai pris note et puis je vais mettre tout ça dans les notes du podcast. Et du coup, je voulais savoir, en parlant d'inspiration, quelles sont tes sources d'inspiration quand tu crées une recette? Alors moi, ma première source d'inspiration, c'est vraiment ce que je vais pouvoir boire ailleurs dans un plat, en fait. Comme je te disais, j'ai beaucoup voyagé, j'adore forcément la nourriture, donc je vais beaucoup au restaurant et je choisis souvent les restaurants voilà, dans le but de m'inspirer. Et puis, ce que je vais avoir dans l'assiette va m'apporter des idées, alors je ne vais pas forcément essayer de reproduire la recette exactement de ce que j'ai dans mon plat, mais par contre, c'est plutôt les assemblages ou les couleurs ou la manière dont ça va être accordé entre chaque ingrédient. Et puis, ça va m'aider à m'inspirer et me dire, je vais peut-être faire la même chose visuellement, mais ce ne sera pas du tout les mêmes ingrédients. Ou alors, des fois, des petits trucs, des petites notes, des petites touches sur un plat qui va vraiment m'inspirer et me dire, ah, ça peut être pas mal. Et puis après, je vais construire autour de ça. Donc, je dirais, ma principale inspiration, c'est ça. Après, c'est aussi la nature, être dehors, voir des choses et être un peu attentive à ce que je vois autour de moi. C'est vrai qu'il y a les films aussi. J'ai été assez étonnée de ça. J'ai regardé très récemment toute la série de Game of Thrones.
Et j'ai été en fait épatée par cette ambiance un peu moody, du coup, voilà, avec une déco qui est incroyable. Alors, je pense qu'un novice en photographie ne verra pas ça, mais ouais, j'ai trouvé les décors juste incroyables et ça, voilà, ce genre de choses peut m'inspirer. Génial, non, c'est intéressant. C'est vrai que les séries, j'avais pas forcément eu cette approche pour les séries, mais c'est vrai que ça fait tout à fait sens ce que tu dis. Et puis je pense que ça peut vraiment t'aider à créer un univers visuel qui soit assez puissant et cohérent. Donc, Et puis dans cette série, il y a beaucoup de jeux de lumière. Je pense on voit ça aussi dans d'autres séries ou dans d'autres films, mais j'ai trouvé vraiment ces jeux de lumière incroyables. Et puis c'est souvent des jeux de lumière qui vont taper sur des tables, des grandes tablées voilà, de l'époque avec des fruits, des jolis plats qui reviennent d'ailleurs à la mode en photographie culinaire maintenant. Donc, ouais, c'est aussi se dire, je vois ces lumières-là, est-ce que j'arrive à recréer ça chez moi avec ma fenêtre et puis créer cet univers. Donc, ouais, grosse source d'inspiration. justement, ça me fait penser, maintenant qu'on parle de photos un peu plus moody, donc un petit peu plus sombre. Est-ce que tu as peut-être un conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui débutent en fait en photo et qui aimeraient recréer ce genre d'atmosphère? Alors, ça, c'est assez difficile. Je pense que c'est un peu propre à chacun. Moi, je vais dire que ce qui m'a vraiment aidée, et ça, c'est vraiment propre à moi, et je peux pas donner le conseil de il faut acheter des choses pour arriver à créer son univers. Je pense qu'on peut arriver à faire de la photographie avec des choses très simples. Mais moi, j'ai la chance, en fait, chez moi, d'avoir un parquet en bois. Donc, du coup, déjà qui peut me créer mon ambiance assez facilement. J'ai aussi investi, on va dire, mais bon, c'était le gros coup de cœur dans une table que j'ai achetée dans une brocante juste à côté de chez moi. Et puis, ça a fait le gros déclic, en fait. Euh, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'un fond peut complètement transformer en fait la manière dont on photographie habituellement, dont on retouche aussi. Je trouve que le moody, c'est quand même beaucoup plus facile pour retoucher que le clair. Bon, après, ça, c'est propre à moi. C'est pour ça que je me challenge à faire un peu plus de clair en ce moment, parce que c'est l'été, et puis voilà, ça fait du bien de changer un petit peu. Mais le moody, ouais, j'ai trouvé du coup plus facile et les fonds, encore une fois, ouais, ont vraiment une importance pour, pour créer l'ambiance que l'on veut. Génial, merci. Et justement, maintenant qu'on parle de fonds, de vaisselle, etc., est-ce que tu peux partager avec nous quelques adresses où tu te fournis, que ce soit en vaisselle ou alors en fond photo? Alors, oui, avec grand plaisir. Au niveau des fonds, bon, comme je disais, moi j'ai plutôt tendance à utiliser mon parquet ou des choses assez naturelles que je vais pouvoir trouver facilement chez moi. Et aussi des fonds photos du coup que je peux déplacer et qui sont souples, que j'ai pris euh, chez alors que je me rappelle des noms. Attends, je crois que oui, c'est Capture by Lucie. Donc ça, c'est surtout pour mes fonds clairs parce que les fonds sombres, on va dire que je les ai naturellement. Et puis des fonds qui sont un peu. Donc il y a aussi un nouveau site suisse. Donc ça, c'est cool. C'est Mudio. Donc, pour les Suisses, si vous ne connaissez pas, il y a mudio.ch qui fait des chouettes fonds aussi de toutes sortes. Et sinon, il y a des fonds qui sont un peu plus chers et qui sont vraiment bien et qui sont du coup là, pour le coup, pas des fonds souples, mais un peu plus travaillés chez Backdrop. Woodville. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Merci, génial. Oui, oui. Après, c'est vrai que les mêmes noms, forcément, reviennent souvent. Donc, j'ai déjà mis Capture by Lucy et puis Backdrop Woodville dans les notes de podcast. Ceux que je trouve les plus naturels pour des fonds photos qui sont des reproductions au final.
Et après, ce que je conseille un peu, on en a déjà parlé toutes les deux, c'est de regarder un peu ce qui se passe dans la rue, hein, parce que il y a souvent des pépites dans la rue. Donc, et puis, faites un tour dans vos déchetteries aussi, parce qu'on trouve aussi pas mal pour celles qui recherchent des fonds de bois. On peut arriver aussi à trouver des choses. On en a discuté toutes les deux. Moi, j'avais mon voisin qui a changé ses volets. Il avait des volets en bois. Donc, je t'avais proposé de les récupérer. Il les avait déjà fait. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça, on n'y pense pas. Et c'est pour ça que je disais aussi, l'inspiration vient dans la nature, dans la rue. Et puis, des fois, on se dit, on va acheter tel et tel truc, mais peut-être un petit peu regarder autour de chez nous. Et puis, les brocantes aussi, alors, bon, les brocantes, il y a toutes sortes, hein, mais bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent aussi Emmaüs. C'est du coup plus abordable. Vraiment, on trouve des choses pour pas très cher. Et puis, moi, j'y suis allée quelques fois pour trouver un peu de vaisselle. Alors, en général, on trouve des choses un peu vintage et tout ça, ou des choses dépareillées. Et puis, bon, je trouve ça sympa. Je vais aller signer aussi chez mes parents. J'ai déjà dit à ma maman, je me souviens de la vieille vaisselle que tu as là, quand j'étais petite. J'aimais pas trop ça, mais maintenant je suis à fond. J'aimerais trop récupérer ça parce que voilà, c'est marrant, ça revient un peu à la mode. Donc voilà, j'ai hâte de revenir du coup dans mon tissu, dans Montpellier pour pouvoir voir ce qu'elle m'a mis de côté. Mais voilà, aussi penser aux grands-parents, les choses voilà, qu'on a à côté de nous. Et puis pour la vaisselle, de manière générale, moi ce que je fais, c'est que bon, j'ai quand même une grande armoire de vaisselle pour mes photos, mais j'essaye de faire un peu du dépareillé en fait. Donc si tu viens manger chez moi, il n'y en a pas un qui aura la même assiette. Ah, donc même quand tu as des invités, tu utilises ta vaisselle de shooting pour tes invités? Non, alors, j'en ai spécialement pour les shootings. Après, des assiettes, tu ne trouveras pas un service de 10 assiettes chez moi de la même couleur, quoi. Même pour moi, j'ai pris cette habitude-là parce que je me dis toujours, on ne sait jamais, elle pourra servir peut-être pour faire une photo. Bon, au final, je ne les utilise pas forcément. C'est vrai que celles qui sont pour les photos, à part les plats de service, on va dire, je les réserve quand même pour les photos parce que sinon je vais être vite énervée si quelqu'un me l'abîme. Ça, c'est vrai. Suivant si tu achètes des pièces de céramistes, etc., qui ont quand même un certain coût à l'unité. J'ai le même souci. Ouais. T'as pas envie que la personne elle graille avec son couteau ou tu dis non, attention. Ouais. J'ai découvert des pépites aussi très locales sur Instagram. Un potier, par exemple, qui est pas très loin je veux dire de chez nous, hein, puisqu'on n'est pas très loin toutes les deux. Voilà, qui fait des jolies choses. Aussi pas en grande quantité, du coup, donc tu peux pas non plus acheter des services de tasses. Et donc, moi, ça me va bien parce que ça reste toujours du dépareillé. Et puis, voilà, je trouve qu'on trouve des choses assez facilement aussi quand on regarde un peu sur Instagram ou sur Facebook, des gens des artisans en fait, qui vont faire des choses localement. Des fois, ça vaut le coup de regarder plutôt que d'acheter la même vaisselle que tout le monde a. Et je ne dis pas que je ne le fais pas, hein, parce qu'il faut un peu de tout, mais en tout cas, ces découvertes en fait m'ont fait un peu changer ma manière de procéder. Ouais. Bah, écoute, non, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ça aussi qui peut t'aider à créer une photo un petit peu plus unique ou une certaine ambiance avec des objets qui ont peut-être un peu plus d'histoire que des objets de grande surface, même si bien sûr, comme tu dis, ça nous arrive à tous de craquer pour une petite passoire sympa de chez Zara Home ou ce genre de choses. Mais je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un bon conseil pour les personnes qui nous écoutent de vraiment dépareiller leur vaisselle. Donc surtout quand on commence, on a tendance à se dire ah super, j'adore cette assiette, je vais en acheter 4 ou 6 ou moi c'était une erreur que j'avais faite. Bon, je l'ai fait 2 fois et pas plus hein, parce que après tu te rends compte que tu peux pas non plus entreposer 100 assiettes chez toi et en plus c'est
Enfin, voilà, en plus, c'est pas économique et puis ça contribue pas vraiment, je trouve, à créer une ambiance Ouais. sympa. Le seul truc que je fais attention, c'est quand je prends des assiettes, d'essayer quand même de les prendre par trois. Parce que bah, dans le stylisme culinaire, c'est toujours plus facile d'avoir des choses qui marchent par trois. Et je trouve que bah, pour moi, les assiettes, c'est un peu la base. Je vais pas chercher à avoir trois tasses pareilles, mais trois assiettes, des fois, je sais que j'avais tendance à en acheter plutôt une. Et des fois, j'ai envie juste d'avoir trois assiettes pareilles. Je me dis non, mais là, les couleurs, ça va pas. Et puis ça m'embête en fait parce que ça peut changer aussi la nuance d'une photo juste parce que tu as trois assiettes qui n'ont pas vraiment la même tonalité. Bon, je suis un peu pointilleuse, mais du coup, j'essaye maintenant de faire attention si vraiment j'ai envie d'acheter une assiette, j'en prends trois, quoi. Pour pas être embêtée par la suite. Oui, je comprends. C'est vrai que quand on veut jouer un peu sur la multiplicité, Oui, la répétition ça des respecte. formes, c'est plus sympa d'avoir des assiettes identiques ou alors de rester dans des tonalités vraiment Ouais, faciles, enfin du blanc cassé, ouais, puis au moins, après, même si on joue un peu sur les formes et les motifs, c'est quand même cohérent ensemble. ouais. Ouais. Et du coup, je voulais savoir comment se passe un peu l'organisation de tes shootings photos, donc en amont, le jour J, et puis après le processus de retouche et d'envoi au client. Alors, bon, moi, c'est assez particulier parce que, ben, en fait, c'est pas mon activité principale. Donc, j'ai un autre job à côté. Et du coup, il faut que j'arrive un peu à jongler avec cette organisation-là. Donc, j'essaye en fait bon, je, je travaille à 90% en fait et j'ai tous mes vendredis. Donc, je dédie mes photos au vendredi, samedi, dimanche. C'est bien quand même de prendre un peu du temps pour moi. Mais du coup, je marche souvent par saison. Hein, donc, mon blog, c'est un blog healthy, cuisine saine, avec que des produits bio et locaux. Donc, déjà, ma première source d'inspiration pour mes recettes, ça va être d'avoir des produits de saison. Donc, si on est dans la période des pêches, ben voilà, je vais avoir envie de faire des recettes au niveau avec ce fruit-là. Donc, ça part toujours de ça à la base. Je n'imagine pas une scène, je pars d'un ingrédient et ma priorité, c'est de faire une recette. Après, quand c'est pour un client, forcément, il y a un peu moins de liberté, mais je vais quand même rester dans la saisonnalité. Et autour de ça, je vais réfléchir à ce que j'aimerais faire. Et puis, l'idée, c'est que derrière, il n'y ait pas de gâchis, donc on puisse en profiter. Donc, je vais faire une recette qui me plaît. Donc, je suis souvent inspirée plutôt par des recettes que par des mises en scène, en fait. Et je vais partir de ça et regarder un petit peu, chercher un peu l'inspiration, ben, comme tout le monde, sur Instagram, Pinterest, juste pour avoir des inspirations de recettes. Et après, donc ça, en gros, on va dire que si je veux faire cette recette autour de la pêche le vendredi, ben, je vais y avoir réfléchi en fait déjà le week-end avant et puis tout au long de ma semaine, malgré mon job à côté, je vais, voilà, ça va bouger, Méditer. exactement. Donc, tous les petits moments de repos ou quoi, hop, allez, je me lance à chercher un peu plus et je me dis oui, là, ça y est. Bon, les inspirations m'arrivent souvent juste avant de me coucher, donc je suis toujours sur mon téléphone à tout noter pour rien perdre la nuit. Mais voilà, une fois que j'ai trouvé la recette, ben, je vais réfléchir à mon stylisme autour de ça. Euh, et puis quand vraiment je vais faire ma recette, je commence à préparer un peu mon décor, mon set, pour que, suivant la recette que je vais faire, être sûr que le maximum de choses soient prêtes une fois que ma recette est finalisée. Euh, et donc, du coup, j'ai déjà noté, donc j'ai des mood boards, enfin oui,
board en fait où je vais noter toutes mes inspirations, où j'aurai un peu les photos de ce que j'aimerais avoir. J'ai déjà ma recette. Je l'écris pas forcément, elle est dans ma tête parce que j'ai l'habitude en fait de faire des recettes comme ça sans forcément avoir toute une liste et puis des étapes et tout. Donc c'est assez freestyle et puis je fais comme ça. Et puis j'ai déjà un peu réfléchi à quelle vaisselle je vais utiliser, à quel chiffon je vais mettre, quel décor je vais utiliser, quelles fleurs je vais aller couper. Moi, je suis assez organisée, donc je déteste arriver le moment où je vais faire ma recette et me dire ah, t'as oublié les pêches, c'est bête, c'est l'élément principal de ta recette. Donc ouais, ça pour moi c'est parce que je pourrais pas en fait m'arrêter et puis sortir aller acheter ce qui me manque. Donc c'est vraiment tout préparer en avance. Donc en gros, la semaine avant tous mes shootings, j'ai déjà tout prêt, tout comme ça je peux vraiment me consacrer à ça le week-end sans perdre de temps à faire autre chose et du coup avoir aussi un peu de temps pour moi. Ça m'évite Accessoirement, c'est pas mal. du coup d'avoir aussi du temps pour moi. Et puis voilà, en général, je planifie pas mal de recettes le week-end. J'essaye de me limiter, mais bon, au final, c'est des choses qu'on mange, hein, donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas dans le but que de faire une photo, c'est aussi de se régaler après dans l'assiette. Donc voilà. Oui, c'est vraiment le processus global. Ouais. Tu savoures avec tes yeux et aussi avec ton estomac. Ouais. Non, et puis j'en rêve toute la semaine en fait. Ah d'accord, ah ouais. Bon, ça c'est vrai que l'avantage de planifier durant une semaine, c'est que tu as vraiment le temps d'anticiper, de te réjouir, de visualiser la recette. Et justement, je voulais te demander, tu shootes environ combien de recettes par week-end? Écoute, ça va dépendre un peu de mon planning à côté, mais en moyenne, je vais dire trois recettes. Après, ça m'arrive, donc en général, j'ai 3 recettes qui sont planifiées, mais ça m'arrive au dernier moment bon, j'adore les petits déj, hein, comme tu le sais. Je le sais, j'adore aussi et c'est hyper inspirant à chaque fois de voir tes inspirations du petit-déj. Ouais, bah merci. Et puis du coup, je me fais mon petit déj et je me dis, ah ouais, en fait, il est pas mal, hein. Il n'était pas prévu celui-là, mais allez. Donc, j'ai aussi cette manière de faire. Je pars toujours du principe que c'est aussi ça. Ça a été un peu ça ma révélation au niveau du blog et c'est pour ça que j'ai créé mon blog. C'est qu'on peut arriver à se réjouir d'un plat qui peut être basé que sur des légumes, par exemple, sans que ce soit des légumes faits à la vapeur et qui sont savoureux. Donc, il y a une manière de réaliser les choses, de faire sa recette, ça c'est sûr, mais aussi de mettre, de dresser son assiette. Et ça, je ne le fais pas uniquement que pour la photo, je le fais aussi pour nous, pour prendre du plaisir, à la fois à préparer, à motiver à faire à manger et puis à prendre du plaisir dans l'assiette, quoi. Après, c'est vraiment super important. Après, je dévie un peu dans le sens où des fois, je me dis, je vais faire tel truc à manger ce soir. Et je me dis, oh non, ce serait bien que tu le fasses demain midi, comme ça, tu pourras le prendre en photo. Et du coup, c'est un peu l'effet inverse. Maintenant, je me dis, non, fais pas trop des recettes sophistiquées parce que tu auras envie de les prendre en photo. Et puis, si c'est le soir, il n'y a pas la bonne luminosité, tu vas être déçu. Et j'aime pas trop refaire des recettes. Donc, je suis assez. J'aime pas trop la reproduction. Donc, Ouais, la routine, la répétition. voilà. Alors, si je me dis, ouais, je vais tester ça et ça vaut le coup de le prendre en photo parce que ça risque d'être pas mal, bon, je reporte. Donc, des fois, on va manger qu'un plat de pâtes simple, ou je sais pas, parce que j'ai prévu le lendemain, du coup. Là, ça me fait hyper plaisir que tu dises ça parce que figure-toi que je suis dans la même situation et je me suis rendu compte que parfois j'étais frustrée parce que je passais du temps à faire un joli plat et puis après tu te dis ah bah non j'aurais bien voulu le prendre en photo et puis t'as pas forcément le temps donc après tu te stresses vite, tu te dis bon allez vite que je le prenne mais vu que t'as pas forcément le temps t'as pas la possibilité non plus de faire une jolie composition ou quoi donc après t'es un peu frustrée. Donc non, je vois ce que tu veux dire et oui, bah du coup, c'est un bon conseil aussi pour les personnes qui nous écoutent, bah voilà, de planifier un petit peu votre agenda de création de recettes aussi en fonction de la météo. Donc ça,
si vous shootez en lumière naturelle, c'est quand même une grande contrainte. Mm. Parce que si vous voulez une belle photo lumineuse ou avec des ombres et puis qu'il pleut comme pas possible, ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Et je suis d'accord aussi avec ce que tu disais par rapport en fait à l'aspect, la manière de présenter les recettes. Je trouve que ça contribue énormément au goût Ouais. et au plaisir. Et vraiment, je suis d'accord. Et donc, c'est aussi un exercice Exactement, c'est que ce que vous j'allais pouvez dire. faire, manger la même chose, joliment Exactement. présentée ou pas. Et je trouve Mais incroyable de constater. ouais, et puis ça force aussi l'esprit à faire des choses qui vont aider aussi pour la suite parce que ben, mettre une petite herbe sur son plat à la fin, c'est peut-être rien, mais ça fait beaucoup la différence sur une photo. Et puis quand on prend l'habitude aussi d'arranger ses plats dans sa vie de tous les jours, ben après, finalement, quand on va faire vraiment sa photo, ça va être un peu naturel. Ça va pas être l'effort de dire attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça rentre comme ça. En fait, ça devient habituel de rajouter des petites choses qui vont agrémenter ou le mettre d'une certaine manière parce qu'on sait que ça rend bien. En fait, on a expérimenté tout ça déjà avant de se dire bon, ben, je prends une photo. Quoi. Donc, c'est un Exact. petit exercice facile à faire pour s'aider à s'améliorer et puis à faire en sorte que ben, ce qu'on délivre soit toujours assez joli. Quoi. Et puis du coup, est-ce que tu as peut-être un conseil pour les personnes qui nous écoutent pour améliorer un petit peu leur stylisme culinaire, enfin la présentation de leur préparation? Alors, bon, il y a pas mal de règles qui existent. Moi, j'avoue que ces règles de composition, alors des fois, je me mets des challenges pour essayer de faire, de respecter ces règles. Voilà, bon, on connaît tous, et ça, je pense que c'est quand même primordial, la règle des tiers pour être sûr qu'on ait les éléments placés au bon endroit. Après, bon, mais il y a des techniques de composition qui commencent à être un peu plus compliquées, comme je sais pas, je dirais, enfin, c'est pas forcément compliqué, mais la répétition des formes, par exemple. Je pense pas que ce soit compliqué à faire, mais des fois, quand on fait une recette, c'est pas forcément facile à mettre en place. Alors, avec une tarte, on va dire, ça peut être assez facile de répéter des parts de tarte en forme de triangle et puis de faire une composition en triangle. Moi, j'avoue que je suis plutôt je ne cherche pas en fait à respecter ces règles-là, à part quand je me challenge, mais je fais un peu au feeling, ouais, je fais en sorte d'avoir ben, vraiment mon élément principal, donc mon plat qui ressorte, et puis de rappeler un peu tout ce qu'il y a dans mon plat autour de ma scène, et puis mettre des petits objets, des petits chiffons. Voilà, il y a des chiffons qui sont super top pour donner des rendus sympas. Après, j'avoue, j'aime bien quand même la simplicité. Donc, voilà, je pense qu'il faut un peu laisser parler voilà, ces émotions quand on fait aussi son set. Et puis, pas forcément se borner à respecter des règles. Je pense que c'est toujours bien pour apprendre. Ça permet aussi de faire des petits exercices et puis les choses, elles vont venir aussi, comme je disais, naturellement parce qu'à force de faire, moi, je pense que c'est peut-être ça qui m'arrive. Il y a des choses où j'ai l'habitude de faire et puis à la fin, je vois ma photo, je dis ah ouais, en fait, t'as respecté cette règle-là, alors que voilà, c'était pas Mais tu l'objectif. l'avais pas prévu. Ouais, voilà. Génial. Bah écoute, non, merci pour ce conseil. Vraiment, oui, je pense que tu as raison dans l'idée où je pense que c'est important de faire les photos avec son cœur. Et il y a beaucoup plus d'émotions qui va être transmise à travers la photo, je trouve, Ouais, plutôt que quand tu te dis, OK, maintenant, je veux faire une composition en C. Donc, tu places tous les éléments de manière hyper organisée et finalement, il n'y a pas forcément une émotion qui passe à travers la photo. Et donc, justement, ça aussi, ça peut être un conseil intéressant, c'est que même quand vous partez
sur un type de composition, bah voilà, en C, en L ou peu importe, en S, de quand même essayer de donner un petit peu de liberté à la photo et pas non plus d'avoir une composition trop figée, parce que c'est vrai que sinon, je trouve qu'il y a moins d'émotion et moins de côté un peu artistique. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec ton feedback. Et puis tout à l'heure, tu parlais de ta double activité. Donc, tu travailles en qualité dans une grande entreprise. Et puis en parallèle, tu effectues à 10% ton activité de photographe indépendante. Et je voulais savoir comment tu t'organises un petit peu pour concilier ces deux métiers différents. Oui, bah écoute, c'est avant tout, c'est la photographie et puis mon blog culinaire et puis mes activités que je peux avoir aussi autour du blog parce que je propose aussi des événements pour accompagner les personnes lors d'événements. En fait, je peux faire aussi un peu de traiteur. C'est avant tout une passion en fait. Donc, quand on a une passion, je trouve que c'est quand même assez facile de travailler sur cette passion. Après, bah, mon travail, donc oui, je suis manager qualité dans une entreprise pharma. Mon job, en fait, me passionne également. J'adore mon job et j'ai trouvé cet équilibre-là entre bon, vrai job professionnel et puis et ma passion qui me permet d'avoir une activité accessoire. Mais on va dire que je ne me prends pas trop la tête. J'essaye de me faire plaisir avant tout, dans les deux sens, voilà, dans les deux activités. Je ne suis pas prête à abandonner mon job de manager pour me lancer en photographie parce que je m'épanouis tout simplement aussi dans mon job. Donc, dans mon organisation, voilà, bah, c'est comme je te disais un petit peu, j'ai la chance de pouvoir travailler à 90% sur 4 jours. Donc, j'ai mon vendredi de pris pour faire ma passion à côté. J'utilise mon week-end aussi pour ça. Et puis, bah, après, je te cache pas qu'une fois ma journée de travail terminée, bah, je switch direct sur la passion foot, quoi. Donc, l'organisation, voilà, ça se fait assez naturellement. C'est vrai que des fois, c'est assez chargé et puis dans la tête, ça bouillonne. Donc, des fois, il faut un peu stopper parce qu'on a toujours envie de faire plus. C'est pas un peu le côté frustrant pour moi, c'est que 3 jours, c'est encore pas assez. Mais en même temps, voilà, j'ai pas envie de réduire mon autre activité professionnelle à côté qui me, qui me convient totalement. Donc, voilà, c'est ne pas être trop ambitieux, ne pas demander, ne pas viser ce que l'on pourrait faire si on était à 100%, parce que forcément, on n'y arrivera pas. Et puis, être resté humble un peu voilà, dans ces activités-là, et puis toujours garder le plaisir à faire ce qu'on a envie. Donc, je n'ai pas forcément d'autres conseils à donner, à part que voilà, le principal, c'est de se faire plaisir, quoi. Et puis après, le reste suit. Et puis, merci. Non, je suis vraiment tout à fait d'accord. Et à mis à part ça, je trouve ça vraiment chouette de savoir que tu es aussi épanouie dans ton autre job. Ouais. Parce que souvent, c'est pas le cas. Enfin, quand on voit des personnes qui ont deux activités en parallèle, forcément, il y en a une qui font plus, par exemple, de manière alimentaire et ils ont vraiment envie de switcher sur l'autre. Mais je trouve génial parce que du coup, c'est vrai, comme tu disais, tu peux vraiment garder cette activité comme une passion, même si, bien sûr, tu as aussi des clients, des mandats. Mais je trouve chouette d'avoir cette approche finalement où tu fais deux choses quand même bien différentes, mais les deux avec passion. Ouais, et puis ça apporte aussi beaucoup. Je dis mon vrai job, mais oui, pour moi, c'est mon vrai job. M'apporte énormément aussi après dans mon organisation pour ma passion. Et puis, bah, j'ai forcément tous les outils aussi de planning, la manière aussi de réfléchir sur des choses voilà, qui me permet de travailler plus facilement sur ma passion. Et je pense que si j'arrêtais l'un, l'autre serait impacté aussi. Parce que, à la fois, si je suis épanouie dans mon vrai job, c'est parce que derrière, à côté, j'ai ma passion et que je suis contente d'arrêter ma semaine et de passer sur cet univers food. Et à l'inverse, après 3 jours, bon, j'aimerais quand même faire un petit peu plus de food, mais
je suis contente de retourner au boulot et puis c'est vraiment une déconnexion à chaque fois pour passer dans un autre monde et je trouve ça génial. Bah, franchement, en tout cas, comme tu le présentes, je trouve que tu as l'air d'avoir bien trouvé ton équilibre et tout, et c'est vraiment, c'est top. En tout cas, ça fait plaisir des gens qui sont vraiment épanouis dans leur job. Et du coup, tu parlais aussi d'outils de planification qui te servent. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Alors, j'ai surtout un outil de planification pour mes posts sur Instagram. J'utilise Preview. Preview, ça permet de en fait, planifier tous ces posts sur plusieurs semaines, plusieurs mois, si on veut. Donc, moi, une fois que mes photos sont faites, qu'elles sont triées, qu'elles sont éditées, je vais de suite les mettre dans Preview. Ça permet aussi d'avoir une vision de ce que le feed va ressembler. Donc moi, j'aime bien avoir toujours un combo de photos sombres et de photos claires. Et du coup, j'essaye un peu de respecter ça sur mon feed parce que j'aime avoir ça comme ça et pas avoir des photos de toutes les couleurs différentes. Donc, ça permet de visualiser en avance, de pouvoir aussi faire en fonction, je ne sais pas, des événements et de pouvoir déjà écrire tout son texte, mettre ses hashtags. Comme ça, le jour J, il n'y a plus qu'à poster. Donc ça m'aide énormément parce que moi, je poste en général plutôt le matin. Le matin, quand je me lève, j'ai déjà tout de près. Et puis avant d'attaquer mon vrai job, je ne perds pas de temps. J'ai déjà tout de près pour pouvoir poster. On peut aussi prévoir ses stories, prévoir ses réels aussi. Donc l'application, elle a vachement évolué. Je trouve qu'elle est pas mal maintenant. Et je ne crois pas que j'ai l'option payante. Je pense que étant donné que j'ai qu'un compte pour l'instant dessus, j'ai pas d'option à payer. Donc voilà, ça permet. Puis ils ont évolué aussi en faisant des propositions sur les captions, sur les hashtags. Donc si des fois on est un peu à court d'idées, ça peut dépanner de temps en temps. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Instagram. Après, niveau planif, je suis en train de me mettre un peu à Notion. J'avoue que moi, étant donné que c'est pas mon activité principale, j'ai pas non plus des tonnes et des tonnes de clients et beaucoup de choses à gérer pour être sûre d'être dans les délais. J'arrive à gérer facilement ça avec des notes. Je sais que tel mois, je vais devoir rendre telle photo pour tel client et pas des photos à faire pour des clients tous les jours, heureusement, parce que sinon je n'en sortirais pas. C'est sûr que sinon, ça serait quand même assez sportif d'être à 10%. Je pense que tu ne dormirais pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai un peu mes to-do list, si tu veux, sur mon iPhone. Alors, moi, je marche beaucoup avec le téléphone. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'aide beaucoup. On parlait d'organisation tout à l'heure. En fait, moi, je pars du principe qu'il faut que dès que j'ai 5 minutes, je puisse avoir sous la main ma photo si je veux la retoucher, ma photo si je veux la mettre dans le preview et préparer mon texte. C'est légende. Ouais. Ma photo, mon téléphone pour mes agendas et tout ça. Donc, je marche beaucoup avec le téléphone. Comme ça, je l'ai on vit avec nos téléphones maintenant, donc je l'ai toujours sous la main. Donc, je suis très informatique aussi. Donc, j'ai pas de notes papier. Je fais mes notes sur mon téléphone. Donc, pour l'instant, je m'en sors juste avec l'application Notes d'iPhone. Donc, j'ai ma to-do list chaque semaine de ce que je dois faire. J'ai ma to-do list au mois. Dans mon agenda est planifié tous mes shootings et puis ce que je dois faire pour mes clients. Tout ce qui est perso, ça, je ne le planifie pas parce que c'est planifié à la semaine, si tu veux, mais ce n'est pas dans mon agenda parce que c'est un peu, ça change un peu toutes les semaines. Et puis après, je vais me mettre aussi à Notion parce que je commence quand même à avoir un peu plus de choses à gérer et puis il ne faut quand même pas passer à côté de projets ou de me dire
j'ai envoyé tel truc à tel client, je me souviens plus des prix que je lui ai annoncés, et puis si les choses elles évoluent dans le temps, des fois tu es en contact avec des clients, ça marche pas forcément maintenant tout de suite, tu leur as fait un devis, et puis dans 6 mois ils reviennent vers toi, et puis tes prix ont peut-être un peu évolué, ou en tout cas où ton offre a évolué, et puis tu sais plus trop ce que tu as envoyé, donc ça je m'en rends compte un peu. Je me dis, bon, il faudrait peut-être que j'arrive à avoir quand même ce suivi-là. Et bon, on parle beaucoup de l'application Notion, apparemment, qui marche bien pour notre activité, pour beaucoup de personnes. Donc, j'essaye de m'y mettre progressivement parmi plein d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est vrai que le temps que j'ai passé à comprendre l'outil va me faire perdre du temps pour le reste. Donc, voilà, ça vient progressivement. Exact. Bah, c'est ça que, alors pour les personnes qui nous écoutent, donc Notion, c'est une sorte de planificateur. En fait, vous pouvez organiser toute votre vie. Donc, vous pouvez inscrire les restaurants où vous voulez aller, les voyages que vous voulez faire, créer des notes, insérer des images, définir, enfin voilà, des tâches, des priorités, avoir une vision aussi de vraiment votre agenda, enfin façon rétro-planning, enfin vraiment avec une timeline où vous pouvez vraiment organiser votre temps, définir voilà, des priorités, assigner des personnes à certaines tâches. Donc vraiment, c'est un outil hyper puissant. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai enregistré un épisode avec un coach qui nous parlera plus en détail. Ouais, Voilà, exact. On va attendre ça alors. Mais justement, comme tu disais, je pense que ça prend un moment pour se former. Donc, moi, je recommanderais plutôt voilà, d'acheter une formation ou de suivre un petit peu un programme, enfin, à moins bien sûr que vous ayez le temps de tâtonner. Oui. Mais moi, au début, ouais, j'étais un petit peu réticente. J'en avais entendu parler depuis un petit moment. Et comme toi, tu sais, tu guignes un peu, puis après, t'oses pas trop. Puis ça a l'air quand même d'être une immense boîte noire. Et c'est ça, ouais. Et puis, ça a l'air tellement puissant qu'en fait, j'ai juste pas envie de me lancer dans un truc pour faire un truc bateau que j'ai déjà avec mes notes, en fait. Donc, je me dis, quitte à passer sur cet outil, autant le faire bien, quoi, avec vraiment le rendu que l'on peut voir sur des personnes qui l'utilisent déjà. Je me dis, waouh, c'est génial. Mais bon, avant d'arriver à ça, va falloir comprendre et puis il va falloir avoir le temps pour le faire. Mais effectivement, je prends ton conseil. Je me suis dit ça justement hier. J'ai dit, je pense que la petite formation va être un peu nécessaire pour faire accélérer le processus. Donc, j'attends avec impatience ton podcast sur le sujet. Et puis après, écoute, je me réjouis. Ça fait plaisir quand en fait tu enregistres un podcast sur un sujet et que finalement le besoin vient avant la sortie du podcast. Tu te dis ah cool, alors enfin voilà, ça fait plaisir de créer un contenu qui répond vraiment à des besoins, des attentes. Donc c'est top. Oui, là en l'occurrence c'est justement un coach avec qui j'ai fait du coaching qui a développé son programme qu'il a appelé LiveShun. Mais en gros c'est Notion, mais qui est un petit peu encore plus poussé, avec un petit peu des fonctionnalités. Mais c'est vraiment super parce que du coup, par exemple, tu peux définir aussi un contexte à chaque tâche. Donc, par exemple, dire, préparer le mood board, je peux le faire sur une terrasse. Ça, je peux faire quand j'ai pas de Wi-Fi, ce genre de choses. Et après, tu as aussi la possibilité de filtrer tes tâches par contexte. Et aussi de connecter, bien sûr, à ton téléphone l'application. Donc, tout d'un coup, quand tu es dans le tram, bam, tu peux voir des choses que tu as à faire quand tu es dans le tram. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. C'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir vraiment l'outil qui soit… Alors, c'est ça aussi qui m'a freiné un peu, c'est que sur le téléphone, il n'est pas forcément très, très ludique, surtout pour le préparer, en fait, pour commencer à créer des choses dedans. Je trouve que sur l'ordinateur, c'est quand même beaucoup plus facile visuellement. Après, c'est super lisible sur le téléphone une fois que c'est fait. Mais pour tout faire et préparer sur le téléphone, non, je trouve que ça va pas pour moi. C'est pas assez rapide. Donc, il faut que je me pose sur le PC. Et puis, j'y suis déjà toute la semaine sur le PC. Donc, j'évite au maximum de me replonger devant un écran. Je garde mon petit écran, mon petit iPhone. Et puis, ça va.
Oui, oui, non, je comprends. C'est vrai que parfois, ça fait du bien de changer un peu de cadre et pas, bah voilà, comme tu dis, vu que c'est aussi ta passion, de pas passer les 10%, enfin, ton jour off de ton vrai travail Ouais, aussi dans les mêmes conditions. ouais. Et puis, justement, bah, est-ce que tu peux nous raconter comment ressemble, enfin, à quoi ressemble un de tes vendredis type? Alors, un de mes vendredis type, alors en général, du coup, le vendredi, bah, je suis vraiment toute seule, hein, parce que le week-end, du coup, c'est moins libre, hein. Donc, je suis toute seule. Et puis, alors ça va dépendre. J'essaye de, euh, en général, donc tout est prêt pour faire une recette. Donc, en général, je vais quand même faire le maximum de recettes le vendredi. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aime bien aussi partager. Donc, derrière, si c'est faire des plats pour pas qu'ils soient mangés parce que je suis toute seule et que je peux pas tout manger. Donc, ça va être des choses qui vont, par exemple, des gâteaux, des choses comme ça, ou alors un petit déj qui est du coup plutôt individuel. Mais si j'ai envie de faire une photo où ça va être une répétition de choses avec, par exemple, 2 assiettes, bon, ben, ça, je vais plutôt le prévoir pour le week-end. Euh, donc, je vais faire, allez, 1 ou 2 photos peut-être le vendredi, mais je vais aussi prendre du temps le vendredi pour travailler sur le fond de l'activité, pour prospecter un petit peu, pour mettre à jour mon blog, pour écrire mes recettes, faire des fois un peu le travail moins créatif et qu'il faut faire, mais bon, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins, mais voilà, là, je suis en train de travailler aussi sur la communication de mon activité. Donc, bah, par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé sur la préparation de, de tout mon visuel, d'un nouveau logo, des choses comme ça. Et puis, ouais, toute la communication qui peut y avoir autour de mon activité que je ne fais pas beaucoup pour l'instant. Alors, ça, c'est plus par choix parce que je ne peux pas non plus me dire être photographe culinaire à 100%. Donc, je ne pourrais pas non plus répondre, je pense, à toutes les demandes. Donc, j'essaye de limiter un maximum et puis de pas trop communiquer, mais du coup, ça peut avoir aussi un effet négatif où derrière, certaines marques ou voilà, certains clients ne verraient pas que moi aussi, je fais ce genre d'activité-là. Donc, voilà, j'utilise les vendredis pour ça, pour développer un peu le fond de l'activité. Comme ça, je suis un peu plus tranquille et je peux me replonger du coup un peu sur le PC à nouveau. D'avoir quand même un peu de créativité avec quelques shootings. Et puis aller voir aussi, moi je suis, comme je disais, très bio, très, très local, donc un peu découvrir ce qui se passe autour de moi, dans ma région, de découvrir un peu des producteurs, des artisans, et puis créer des relations avec des personnes comme ça pour pouvoir après travailler dans le futur avec eux, que ce soit pour les accompagner sur des événements food ou pour les aider s'ils ont besoin, pour avoir des contenus, de photos. J'ai aussi travaillé pour un restaurant, donc je vais garder mon vendredi pour aller par exemple chez le client faire les photos le vendredi. Ensuite, moi, je fais tout dans la foulée. Donc, si j'ai fait un shooting, je retouche tout de suite. J'attends pas une semaine ou quoi. C'est vraiment tout de suite. Comme ça, je peux passer à autre chose après. Donc, si je shoot 3 photos dans le week-end, en général, elles sont déjà traitées à la fin du week-end, voire ouais, dans l'heure qui suit le shooting. J'y reviens des fois, mais ça me permet aussi de faire ça parce que je trouve que quand on édite les photos, sur le moment, on a une impression d'un rendu qui peut nous satisfaire. Et je trouve que c'est toujours bien d'y retourner pour voir si vraiment ça colle avec ce qu'on avait envie à la base.
Donc, c'est pour ça qu'en faisant tout dans la foulée, ça me permet au long de la semaine de revenir sur mes photos et puis de les retraiter si besoin et de prévoir du coup toute l'organisation des posts derrière pour Instagram et puis d'envoyer aux clients après les séries de photos. Génial. Bah, écoute, merci. Super intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas mal toujours de revenir sur les photos avec un œil un petit peu plus frais et de temps en temps, tu vois, des petits détails qui t'avaient échappé ou tu te rends compte que tu aurais aimé que les couleurs soient un peu plus saturées ou telle chose. Donc, non, je valide tout à fait cette approche. Et puis, bah, écoute, je voulais te remercier pour ton temps et pour cette interview super intéressante. C'était vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir. Et puis, bah, il y a encore plein de thématiques que nous n'avons pas abordées. Donc, peut-être qu'on pourra se retrouver dans un prochain épisode pour parler d'autres sujets avec grand plaisir. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Kim. C'était vraiment un grand bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Bah, écoute, merci beaucoup. Et bah, vraiment plaisir partagé à 200%. Alors, à bientôt. À bientôt. Bye bye. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries, guide Instagram. My Sweet Discoveries, en 3 mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.